Bonjour à tous, nous abordons aujourd'hui le dernier cours sur le système squelettique et nous allons nous intéresser plus particulièrement à certaines cellules qu'on retrouve dans les os, qu'on a déjà croisées, appelées ostéoblastes et ostéoclastes, et on va voir comment elles sont capables de réguler la calcémie, qu'on voit écrite ici, c'est-à-dire le taux de calcium dans le sang de notre organisme. Donc c'est grâce à ces cellules osseuses qu'on maintient constamment une valeur efficace de calcium dans notre sang. On se rappelle avant de commencer que les os, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, on sait que ce sont des tissus vivants, ce sont des tissus qui évoluent pendant notre croissance, pendant qu'on grandit, ce sont des tissus qui peuvent être modifiés pendant les activités sportives, on va y revenir, et ce sont des tissus qui de toute manière sont modifiés au fur et à mesure que la concentration en calcium dans le sang va évoluer. Vidéo ici que je vais passer et on va se rendre ici. La croissance des os se fait de manière continue dès notre naissance et même avant en fait jusqu'à la fin de notre adolescence. Alors les os grandissent, on a déjà croisé ce genre de tissu qu'on retrouve entre l'épiphyse et la diaphyse, qu'on appelle le cartilage d'accroissement, donc qui est en bleu à l'écran, et bien sous l'effet d'une hormone qu'on appelle hormone de croissance, et bien ces os, notamment cette zone-là, va grandir tout simplement. Donc de nouvelles cellules osseuses vont être créées, et c'est ce qui fait que notre taille et notre squelette évoluent tout au long des 15-20 premières années de notre existence. Cette hormone de croissance est libérée dans le sang par une petite glande qu'on retrouve dans notre cerveau et qui s'appelle l'hypophyse. Donc, si on comprend bien, la croissance de notre squelette tout au long de nos premières années de vie se fait sous le contrôle de l'hormone de croissance. Son sigle c'est GH. Lorsque on va terminer notre croissance, eh bien l'hormone ne sera plus libérée. On voit à l'écran deux possibilités de dysfonctionnement d'hormone de croissance. Donc deux personnes qui font partie notamment des recordman dans leur catégorie. Donc on a ici un homme qui est d'une très très grande taille, qui mesure 2,50 m, et ici un homme de toute petite taille de autour d'un demi-mètre. Alors dans les deux cas, ces personnes ont souffert d'un problème d'hormone de croissance. Donc quand trop d'hormones de croissance est libérée, ça peut entraîner ce qu'on appelle le gigantisme, donc une très grande taille, et à l'inverse, une petite taille, appelée nanisme, va être créée en cas de manque d'hormones de croissance. On avait déjà croisé les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes. On va croiser aujourd'hui une nouvelle catégorie de cellules appelées les chondrocytes. Donc littéralement les cellules de cartilage. On les retrouve notamment dans les cartilages d'accroissement. Et en fait, ce sont des cellules qui sont spécialisées dans la libération de collagène. Collagène, molécule qu'on a déjà croisée et qui va entourer les ostéocytes, notamment dans l'os compact, qui va par après se recouvrir de calcium et de phosphore. Mais en fait, on va le croiser très souvent, ce collagène, dans les prochains cours. C'est un tissu vraiment très commun qu'on retrouve dans les ligaments, dans les tendons, etc. Donc, on a des cellules spécialisées dans la libération du collagène, appelées chondrocytes, dans le cartilage d'accroissement. Un autre problème de taille, c'est lorsque ces chondrocytes fonctionnent mal. Donc les chondrocytes qui libèrent le collagène, qui renforcent les os, eh bien peuvent avoir un dérèglement. Alors ce problème s'appelle l'achondroplasie, et ça va entraîner un autre type de nanisme qu'on connaît un petit peu plus, qu'on a déjà croisé dans notre vie publique. On a déjà croisé ce genre de personnes. Les os évoluent dans le temps, c'est un tissu vivant. Plus on fait de l'activité physique, plus ils vont être solides et renforcés. Et à l'inverse, plus on va être dans un environnement où il y a moins de contraintes mécaniques, et plus les os vont régresser. Donc on peut citer l'exemple des astronautes, par exemple, qui sont dans un environnement où l'absence de gravité va entraîner un faible développement osseux et même éventuellement une régression du squelette. On avait également nommé ce phénomène des sportifs qui, à force d'user et d'utiliser une articulation en particulier, vont avoir un renforcement osseux particulier qui va apparaître.
par exemple ici, chez les joueurs de tennis, on peut avoir l'articulation du coude qui va s'épaissir et qui va être différente d'une personne qui ne pratique pas intensément ce sport. On arrive à l'activité proprement dite des ostéoblastes et ostéoclastes. Le but de ce cours est essentiellement de comprendre la régulation de la calcémie, donc comment on règle, comment on contrôle dans notre corps le taux de calcium dans le sang. Je rappelle, et on y reviendra plus tard, que le calcium est un élément très important dans la contraction musculaire. Très souvent, on sait que le calcium est nécessaire à la solidification des os, mais il est aussi nécessaire au fonctionnement des muscles. Et il est tellement important d'en avoir dans son sang qu'il faut maintenir un taux de calcium constant dans notre sang. Et si jamais ce taux de calcium diminue, alors notre corps n'hésitera pas à aller dégrader la matrice osseuse, donc une certaine quantité, évidemment le schéma est très exagéré ici, mais notre corps n'hésitera pas à aller gruger un petit peu d'os pour envoyer du calcium dans le sang. Alors on l'a déjà vu, ces cellules capables de dégrader les os, ce sont les ostéoclastes. Donc on peut voir ici un vaisseau sanguin avec les globules rouges, et on voit un ostéoclaste qui se promène à sa surface et qui, en grattant l'os, va pouvoir extraire du calcium et l'envoyer dans le sang. La situation inverse existe également. S'il y a trop de calcium dans le sang, eh bien les ostéoblastes peuvent s'en servir, donc les bâtisseurs d'os, pour aller le coller donc à la surface de l'os, ce qui va faire baisser la calcémie. Plus en détail, on va aller voir un petit peu comment sont activés les ostéoblastes et les ostéoclastes. Et dans le cas qu'on voit ici, ce sont des ostéoblastes. Donc on vient de voir dans la diapo précédente que les ostéoblastes sont capables de capter le calcium et de l'intégrer à l'os. Et en fait, ils font ça sous l'impulsion d'une hormone qu'ils reçoivent et qui s'appelle la calcitonine. Donc comme toutes les hormones, la calcitonine se promène partout dans le corps à travers le système sanguin. Et lorsqu'elle arrive au niveau des ostéoblastes, ils sont activés et ils vont intégrer le calcium à l'os. Cette hormone agit également sur les reins et elle va permettre aux reins d'éliminer le calcium. Donc cette calcitonine qui est émise par une glande dont on va parler juste après, se retrouve dans l'ensemble de l'organisme et va agir sur plusieurs organes afin de faire diminuer le taux de calcium. La calcitonine est émise par une glande qui est au niveau de la gorge et qui est assez connue, qui s'appelle la thyroïde. Donc la thyroïde qu'on voit ici, qui est représentée comme une sorte de petit papillon dans le cou ici, eh bien elle est activée en cas de trop grande quantité de calcium dans le sang. Donc pour faire diminuer cette calcémie, la calcitonine va être émise par la thyroïde, et cette calcitonine se retrouvant dans l'ensemble du système sanguin, elle va agir sur le squelette en demandant aux ostéoblastes de capter le calcium, et également sur les reins en leur demandant d'éliminer le calcium dans l'urine. La glande thyroïde est capable de faire l'action inverse de ce que l'on vient de voir. En cas de trop grande quantité de calcium dans le sang, en cas de trop petite quantité de calcium dans le sang, il est nécessaire d'augmenter cette quantité de calcium. Alors à l'intérieur de la glande thyroïde, il existe des petites glandes particulières qu'on voit ici d'une autre couleur et qui s'appellent les glandes parathyroïdes. Ces glandes parathyroïdes sont capables de libérer une hormone opposée à celle qu'on a vu tout à l'heure, la calcitonine, et cette hormone s'appelle la parathormone. Donc c'est l'hormone de la parathyroïde. Alors cette parathormone est émise quand il n'y a pas assez de calcium et elle va être envoyée partout dans le sang comme toutes les hormones, et cette hormone, la parathormone, va aller activer les ostéoclastes pour qu'ils grugent l'os et qu'il y ait ainsi du calcium qui soit envoyé dans le sang. En même temps, cette parathormone est capable d'activer le rein et de lui demander de garder le calcium. Autrement dit, le calcium qui a été filtré à l'intérieur des néphrons va être renvoyé dans le sang. Donc, d'une manière simultanée, la parathormone va faire augmenter la calcémie en allant récupérer du calcium des os et en empêchant le rein d'éliminer le calcium. On voit donc que la calcitonine agit exactement à l'inverse de la parathormone. On termine avec évidemment le cancer de la thyroïde, qui est un cancer assez connu et qui est entraîné par l'apparition de tumeurs dans la thyroïde. Bon, ce cancer est
est problématique puisque la glande thyroïde agit non seulement sur la gestion du calcium comme on vient de le voir, mais elle a aussi d'autres fonctions hormonales que nous croiserons un petit peu plus tard dans le cours. Voilà pour le dernier cours du système squelettique.